Bonjour à tous. Euh, le hasard, question vive. Et surtout, j'ai envie de dire surtout pour des biologistes. Bah oui, bien sûr, je suis biologiste. Mais finalement, c'est une question vive pour l'ensemble des sciences. Euh, Nous, les biologistes, nous sommes confrontés à un niveau d'organisation de la matière assez particulier. C'est que justement, le hasard est convoqué dans cette idée que des variations au hasard parmi nous, dans les populations des espèces, ces variations au hasard sont en quelque sorte l'assurance vie pour le lignage. C'est-à-dire que pour les individus, ce qui leur arrive par hasard peut ne pas être bon pour l'individu ou peut être bénéfique à l'individu. Quoi qu'il en soit, le destin ou on va dire le futur du lignage ne s'intéresse pas véritablement à l'égocentrisme de l'individu, mais la pérennité du lignage, euh, pour que ce lignage se pérennise, il faut qu'il y ait des individus qui meurent et il faut qu'il y ait des individus qui survivent. Enfin, le hasard est justement convoqué dans cette vaste roulotte, loterie, j'ai envie de dire, cette vaste loterie d'essais et erreurs. Alors, c'est pas quelque chose d'évident parce que nous les humains, nous aimons bien que les régularités du monde qui se présentent à nous soient le fruit d'une intention. C'est une projection psychologique, ça s'est produit de tout temps. C'est une erreur même récurrente chez les étudiants en sciences. Cette idée qu'on va projeter dans la nature des réflexes psychologiques qui sont les nôtres. Typiquement, j'ai envie de fabriquer un marteau, je prévois que la tête du marteau, si je veux planter des clous, va devoir être dure. J'anticipe les propriétés de cette tête de marteau, j'anticipe les propriétés du manche. Je ne vais pas faire un manche en caoutchouc, je vais faire un manche plutôt rigide si je veux que la force soit transmise. Bref, je ne vous fais pas à dessein, nous concevons nos objets. Homo faber, nous concevons nos objets, nous anticipons leurs propriétés et nous les façonnons de manière à remplir une fonction que l'on anticipe. Euh, Nous aimons bien transposer cette capacité dans la nature. Oh, que l'œil est bien fait, le rayon de courbure, du cristallin, c'est juste la bonne valeur pour que les rayons lumineux convergent sur la rétine. Et j'ai envie de penser que si l'œil fonctionne bien, s'il y a une harmonie apparente entre le fonctionnement et la constitution de l'organe, eh bien que cette harmonie a été voulue en amont, cette correspondance forme-fonction a été voulue en amont par un concepteur. Et ça, c'est la tendance générale, j'ai envie de dire que c'est la condition générale de l'humanité. On transpose dans la nature la capacité conceptrice qui est la nôtre en fait. C'est un motif en Europe, enfin en Occident, c'est un motif très fort dans la théologie de William Paley, par exemple, vous savez, le théologien anglican de la fin du XVIIIe siècle, pour qui l'harmonie des formes et des fonctions est la preuve de la perfection du plan divin de création. C'est un discours théologique, ça n'est pas un discours scientifique, mais c'est cette même projection qui est mobilisée pour appeler à ce qu'on appellerait une conception intelligente. Alors la biologie est à rebrousse-poil de ça. En tout cas, pas la biologie du XVIIIe siècle, mais la biologie du XXIe. Elle est à rebrousse-poil de cela, car la biologie vous explique justement qu'on regarde un niveau d'organisation de la matière où le désordre apparent des variations produit une régularité à une autre échelle que celle des individus. Et ça, c'est pas immédiat pour nous. Alors c'est trivial peut-être, certainement, pour des chimistes ou pour des physiciens, mais pour des biologistes, c'est loin d'être trivial parce que les biologistes, pour expliquer la régularité des organes, génération après génération, ils sont allés chercher non pas le hasard, mais ils sont allés chercher des donneurs d'ordre, des donneurs d'instruction. Alors, le donneur d'instruction au XVIIIe siècle, c'était la préformation. On pensait que les bébés étaient préformés dans les gamètes. On avait le petit homoncule dans la tête du spermatozoïde, dessiné par Hartswaker en 1694. On pensait qu'il y avait une préformation d'individus qui expliquait comment les individus finalement se reproduisent à peu près semblables de génération en génération, ce que j'ai appelé une régularité. Mais cette préformation, même si l'homoncule a vite été battu en brèche, on sait bien que les bébés ne sont pas préformés ni dans l'ovule ni dans le spermatozoïde, cette régularité, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, disons dans la deuxième moitié du XXe siècle, eh bien, elle a été conçue
selon un réflexe préformationniste qui a été celui du programme génétique. Le programme génétique, évidemment, c'est pas un petit bébé dans un spermatozoïde, c'est pas aussi naïf que ça, mais du point de vue théorique, ça revient au même. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un programme si ce n'est qu'une série d'instructions qui explique comment on va avoir, à partir d'une petite échelle, un ordre récurrent à grande échelle. C'est le même principe de préformation, philosophiquement parlant, qui se répète. C'est pour vous dire à quel point nous sommes fâchés avec le hasard. C'est que nous ne sommes pas prêts, même au cœur du XXe siècle, à admettre que la régularité des générations, ce qu'on appelle la génération au sens du XVIIIe siècle, comment est-ce que les individus s'engendrent les uns les autres, la régularité de la génération est le fruit d'une instruction et non pas le fruit d'un désordre, enfin de ce qui apparaît à nos yeux un désordre. Alors justement, nous sommes fâchés alors que depuis le XVIIIe siècle, des auteurs avaient conçu qu'un ordre apparent pouvait provenir d'un désordre apparent à petite échelle. Eh bien, nous n'avons pas tout pris de ces auteurs au XVIIIe siècle et au XIXe. Nous avons des antidotes au hasard. Nous ne l'aimons pas, ce hasard, en fait. Je vous parlais du XVIIIe siècle. Je n'ai pas repris ici la citation, mais je pourrais vous la dire verbalement, vous la résumer. Un auteur remarquable de ce point de vue, c'est Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, un physicien, qui, en 1751, conçoit que la régularité des êtres vivants provient d'un jeu d'essais-erreurs. Ce que la nature nous montre de régulier à nos yeux est le fruit de ce qu'un destin aveugle a produit, dit-il. C'est-à-dire qu'il y a des combinaisons d'organes dans la nature qui naissent, mais nous ne voyons surgir des combinaisons que celles dont la construction est propice à la survie. Il conçoit que la nature n'est pas du tout parcimonieuse, elle est dispendieuse au contraire. Il y a dans le flux de génération un nombre de morts incroyable. Vous regardez le nombre d'œufs pondus par un hareng, ou le nombre d'œufs pondus par une carpe, enfin bon bref, ou d'une grenouille. Enfin bref, vous regardez les taux de survie et vous vous dites, mais il y a une loterie considérable de ce que j'appelle essai-erreur. Essai, évidemment, c'est entre guillemets, ça voudrait dire que le vivant est intentionné quand je dis essai. Mais il y a un nombre considérable de combinaisons, un peu comme une sorte de loterie, et il ne va sortir évidemment que ce qui peut, pour des raisons physico-chimiques, survivre. Et ça, Maupertuis l'avait conçu déjà, en 1751. Mais comme il n'était pas considéré à son époque comme un naturaliste, il était plutôt considéré comme un physicien, même si à cette époque-là, les chercheurs touchaient un peu à tout, eh bien, il n'a pas été véritablement entendu. Bon, Diderot, à la même époque, reprend cette idée d'une nature qui ne cesse de changer et dont ne survit que les combinaisons propices à la génération. Cette pensée-là, elle est en train de revenir, en fait. Elle est en train de revenir, c'est-à-dire que finalement, jusqu'aux plus petites échelles d'explication de la matière vivante, vous l'avez vu la semaine dernière avec Andrea Spaldi, jusqu'au niveau même de l'expression génétique, des régularités peuvent émerger d'un véritable, tourbillon de combinaisons aléatoires, justement. Alors, nous n'aimons pas le hasard, d'abord parce que nous produisons il y a évidemment la projection dont j'ai parlé tout à l'heure, la projection des capacités de l'observateur sur l'observé, mais il y a aussi ce biais qui est bien connu, qui est bien décrit, qui est l'oubli du nombre d'essais-erreurs. Il est surprenant, c'est vrai, pour un élève de collège, quand on lui parle d'évolution, que quand on lui dit que une adaptation, c'est précisément, on va y venir dans un instant, c'est le succès reproducteur d'une variation favorable à son porteur en nombre d'individus dans la génération suivante, la représentation d'une variation favorable dans le lignage qui devient à la limite prépondérante avec une fréquence de 100%, comment la variation favorable a-t-elle pu apparaître? C'est miraculeux votre truc, ça vient tout seul? Et non, c'est qu'effectivement, nous sommes tous enclins à négliger, quand un événement remarquable survient, le nombre d'essais-erreurs qui a précédé cet événement. Bon, c'est très classique, un avion tombe sur votre maison, c'est un drame, c'est suffisamment choquant pour que vous soyez véritablement en état de choc et pour longtemps.
Et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Et or, à aucun moment, à ce moment-là, évidemment, vu l'état dans lequel on est, on ne penserait à se dire, ben, il se trouve que ma maison, elle est dans un couloir d'atterrissage et que tous les jours, il passe au-dessus de la maison depuis 40 ans, il passe je ne sais pas combien d'avions, vous multipliez le nombre d'avions qui est passé au-dessus de la maison depuis 40 ans et vous vous dites, oui, bah, c'est un sur... bon, je ne vous donne pas le chiffre, mais vous voyez bien que nous ne sommes pas enclins à regarder le nombre d'événements potentiels par rapport à l'événement réellement survenu. L'autre écueil pour lequel nous n'aimons pas le hasard, c'est véritablement lié au fait qu'un phénomène est dit remarquable. Et quand il est remarquable et qu'il survient, on dit qu'il survient par hasard, mais on n'aurait pas idée de dire que survient par hasard un événement non remarquable. Il y a un biais psychologique dans la perception du hasard. Je ne sais plus quel roi, j'ai oublié, je m'en excuse, mais je reprends cet item très, très classique où, lors d'une bataille au XVIIe siècle, un coup de canon a été tiré du camp A sur le camp B, et le boulet de canon a atterri directement sur le roi ou le prince. Et comme le roi ou le prince est remarquable, on a évoqué, évidemment, pour que le boulet de canon tombe sur lui, on a évoqué tantôt une vengeance de la Providence, tantôt, on dit c'est le hasard. Mais remarquez quand même que le boulet de canon serait-il tombé sur un soldat lambda, on n'aurait peut-être pas pensé à dire c'est le hasard. En fait, l'événement aurait tout simplement pas été remarqué. Donc le hasard procède aussi, dans la perception qu'on en a, d'un biais ou d'une importance surdéveloppée à un événement qualifié de remarquable. S'agissant du biologique, on oublie souvent que nous avons en biologie, enfin on oublie, si tant est que la biologie n'est pas enseignée entièrement, effectivement, il se trouve que la biologie n'est pas enseignée entièrement, elle est enseignée souvent, dans beaucoup de pays d'ailleurs, sans son cadre théorique. Le cadre théorique de l'évolution en biologie vous dit que la sélection naturelle pourvoit en quelque sorte, c'est elle qui montre que non seulement on peut avoir une stabilisation d'une solution optimale à partir d'un désordre à petite échelle, mais elle explique aussi l'harmonie entre les formes et les fonctions. Alors il y a deux explications classiques qui ne sont pas en compétition aujourd'hui, c'est simplement deux étapes du temps. 1809 en haut avec Jean-Baptiste Monnet de Lamarck et puis 1859 en bas avec Charles Darwin. Nous avons deux explications qui tentent de rendre compte du fait que les organes sont conformes à la fonction qu'ils remplissent. Et d'autre part que dans une population, eh bien, il y a, malgré les variations, une stabilisation d'une moyenne qui fait que les chats ressemblent aux chats, les chiens ressemblent aux chiens et les humains ressemblent aux humains sans que pour autant chaque individu ne soit pas identique. L'identité n'existe pas en biologie. Il faut oublier immédiatement cette notion idéaliste d'identité. Si vous descendez à l'échelle de la cellule, il n'y a pas deux cellules, il n'y a pas deux de vos cellules qui sont identiques. Et même on pourrait descendre un peu plus bas. Si vous regardez la collection de vos hémoglobines, eh bien à l'atome près, il y a fort à parier que vos hémoglobines ne soient pas non plus identiques. En fait, c'est tout bête, hein. Ça vient du fait que la science regarde cette catégorie philosophique qui est changeante et qu'on appelle la matière, qui se définit précisément par le fait qu'elle change. Et donc l'identité n'est pas une notion convoquée quand on a une appréhension scientifique de niveau d'intégration biologique et même chimique d'ailleurs. Alors ce brave Lamarck, que nous dit-il? On part d'une population, les individus sont des petites boules ici. Cette population est constituée d'individus qui font des efforts pour survivre. Ils font des efforts pour subvenir simplement à leurs besoins. Et en faisant certains efforts, ils renforcent certains organes. D'autres organes, par défaut d'effort, s'amoindrissent peu à peu. Et finalement, ce renfort d'organes ou ce déficit d'organes sont transmis à la génération suivante. Ce qui explique que finalement, le milieu étant ce qu'il est, il imprime sur les individus une ressemblance qui est liée au fait qu'ils ont tous à faire les mêmes efforts pour subvenir à leurs besoins. On dit que la transformation des populations chez Lamarck, elle est instructiviste, c'est-à-dire que le milieu instruit celle des variations qui va sortir. Remarquez bien que chez Lamarck, la variation apparaît aux besoins de son porteur, puisque le porteur a fait un effort, suscitant cette variation.
D'ailleurs, Lamarck et Darwin ne répondent pas exactement aux mêmes questions. Lamarck s'intéresse à l'origine de la variation. Darwin déclare d'emblée qu'il lui suffit de la constater, cette variation. Il n'a pas l'explication une à une de chaque variation qui survient dans la nature. D'ailleurs, il y en a trop, c'est gigantesque en fait, le potentiel de variation. Et c'est normal quand vous y pensez. Un être biologique est tellement intégré, c'est un individu biologique est d'un tel niveau d'intégration, pas seulement moléculaire, mais un niveau, celui des organites des cellules, le niveau intercellulaire, le niveau tissulaire, le niveau des organes, le niveau comment dire, de l'homéostasie de l'ensemble de l'individu, le niveau de la population, bref. Le niveau de complexité est tel que euh, il y a fort à parier que vos variations seront absolument, je ne vais pas dire irréductibles, mais les sources possibles de variations sont gigantesques. Hein. Et donc Darwin ne se fatigue pas à chercher la cause dans le détail de chacune des variations. Il suffit que la variation soit manifeste. D'ailleurs, il voit bien que les horticulteurs et les éleveurs savent travailler ces variations naturelles à leur profit en dirigeant les croisements. Hein. Alors pour Lamarck, les variations apparaissent selon les besoins du porteur. Et ce qui se passe à l'échelle d'un individu, là-haut, reflète directement ce qui se passe à l'échelle de la population. C'est-à-dire qu'en fait, l'aptitude, l'aptitude des individus reflète directement l'adaptation des populations. Alors que chez Darwin, sur ces deux propriétés, c'est différent. Chez Darwin, la variation, elle est spontanée et elle ne se produit pas nécessairement selon les besoins de celui qui va la subir. Ce qui fait qu'on a des variations qui sont néfastes au nombre de petits que va faire le porteur, d'autres variations sont neutres, d'autres variations encore seront favorables au nombre de petits que va faire celui qui la porte. Et que le milieu va trier simplement, il ne va pas instruire, mais il va juste trier en quelque sorte les variations selon les conditions du moment. Ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre de générations, et bien sur un même trait, c'est-à-dire la couleur que vous voyez là, eh bien, il y a une des variations, parmi les multiples au départ, qui va se stabiliser dans le lignage. Et vous avez bien compris que celle qui va se stabiliser, vu que c'est celle qui est propice à la reproduction du porteur, c'est ce qu'on appelle précisément l'adaptation à l'échelle de la population. Les populations sont adaptées parce qu'elles sont la résultante d'un tri opéré par l'environnement. Alors quand je dis ce tri, ça veut dire qu'il y a des morts dans l'histoire. La sélection naturelle, qu'est-ce que c'est? C'est un taux de succès reproductif différentiel entre des variations, entre des individus, si vous voulez, porteurs de variations. Donc là, on a un filtre, et effectivement, Darwin voit bien que les organismes produisent beaucoup plus de petits, ils ont un potentiel incroyable, d'ailleurs partout où ils regardent c'est la même chose, ils ont un potentiel incroyable de produire beaucoup plus de petits que le milieu dans lequel ils vivent ne peuvent supporter. Et donc, de fait, si on est dans cet état de fait, c'est l'état de fait qui a conduit à la possibilité des lignages que nous avons à observer, d'expliquer pourquoi ils sont encore là. Ils sont encore là parce qu'ils peuvent pulluler et que dans cette pullulation, il n'en restera qu'une partie propice à la survie. Donc vous remarquerez que ce qui se passe à l'échelle de l'individu ne reflète pas directement ce qui se passe à l'échelle de la population. Et donc on fait la différence entre l'aptitude des individus et l'adaptation de la population. Aptitude et adaptation ne sont pas au même niveau chez Charles Darwin. Et les variations, je l'ai dit, contrairement à ce que pense Lamarck, les variations ne se produisent pas selon les besoins du porteur. Deux différences majeures entre les deux auteurs. Alors, oubliez l'hérédité des caractères acquis au cours de la vie individuelle. Les deux auteurs l'admettent en leur époque respective. Les deux auteurs ne connaissent pas les règles de la transmission, les règles de l'hérédité. Ils ne les connaissent pas et donc les deux admettent l'hérédité des caractères acquis. Ce n'est pas cette idée-là qui fait la différence entre les deux auteurs en leurs époques respectives. Donc on oublie que la sélection naturelle, finalement, produit un grand nombre d'essais-erreurs, enfin, part d'un grand nombre d'essais-erreurs, qu'on oublie qu'il y a ce nombre est gigantesque, il y a le nombre d'individus, multipliez ça par le nombre de générations, et vous avez des milliards de, entre guillemets, sur chaque variation d'essais-erreurs. Et donc forcément, une variation propice à la survie du porteur va finir par tomber dans la population.
Elle fournit cette idée que vous pouvez obtenir un ordre apparent à partir à l'échelle du lignage, à partir de désordres apparents à l'échelle des variations individuelles. Hein, les variations ne sont pas coordonnées entre elles lorsqu'elles apparaissent, en tout cas pour la majorité d'entre elles. Donc la sélection naturelle produit cette idée majeure que vous avez un ordre apparent, enfin comment dire, une stabilité apparente à partir d'un désordre premier. Et enfin, elle explique la, ce qu'on pensait être une harmonie entre les formes et les fonctions. Et enfin, forcément, les solutions qui sortent sont les solutions fonctionnelles. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? On va y venir. Une fonction, c'est la cause de performance qui fait que la structure s'est maintenue dans le flux des générations. Justement, parlons-en de la fonction, parce que la biologie, fâchée avec le hasard, confond le finalisme et la finalité. Parlons-en. La fonction est en plein milieu. Si je vous dis l'œil est fait pour voir, en fait je parle de sa fonction. Je parle de voir. Qu'est-ce que c'est que voir? Voir, c'est être capable de capter l'énergie des photons et de transduire cette énergie en signal nerveux et d'exciter un système nerveux central, lequel traite d'ailleurs le signal. Voir est la condition de performance qui font que différents yeux, dans l'évolution des animaux, se sont maintenus malgré leurs altérations. Quand je dis ça, je parle d'un pour qui est rétrospectif. Je ne parle pas d'un pour prospectif. Il y a deux sortes de pour. Il y a le pour fonctionnaliste qui dit voir est la condition de performance qui fait que l'œil se maintient dans le lignage. En d'autres termes, lorsque les yeux ne voient pas, le lignage ne se maintient pas. Donc nous n'avons pas à observer Dieu qui ne voit pas. Voir est la fonction de l'œil, si vous voulez. Mais ça, c'est un discours rétrospectif. Par contre, on le distinguera bien d'un pour prospectif qui, lui, a horreur du hasard, précisément, et la confusion des deux pour, elle sert à cette allergie au hasard. C'est qu'il y a un pour finaliste qui consiste à dire que, comme l'œil est fait pour voir, de tout temps, tout ce qui s'est passé est passé de manière à ce qu'ils doivent voir. Or, ce n'est pas du tout ça, la sélection naturelle. La sélection naturelle, elle vous dit que ce qui se passe n'a rien à voir avec le futur. Ce qui se passe dans le présent, c'est qu'on ne prévoit pas les solutions qui vont sortir, surtout et n'importe quoi, et ça va être filtré justement par un différentiel de survie. D'ailleurs, voilà, j'en veux pour preuve que l'œil apparaît bien des fois au cours de l'évolution, dans différents lignages, dans des lignages pas directement apparentés, et voir est donc la condition de survie qui fait que ces lignages, de différentes manières, sont arrivés jusqu'à nous. Alors, il n'y a pas que voir, hein, bien sûr. Ça, je parle de l'œil, mais on pourrait parler de bien d'autres organes aussi. La sélection opère sur l'ensemble des variants d'un organisme. La preuve que j'en ai, c'est que lorsqu'il n'y a plus de photons à capter, alors où est-ce qu'on trouve des endroits où il n'y a plus de photons à capter? Dans les grottes. Dans les grottes, vous avez des générations qui se suivent sans arrêt, sans qu'il y ait jamais un seul photon dans le milieu. Ce qui fait que voir n'est plus, dans ces milieux-là, une condition de survie. Toutes les altérations qui touchent le système visuel ne font plus mourir ceux qui les subissent. Alors que dans un milieu éclairé, puisque voir est un enjeu de survie, je vous rappelle que voir, ça vous permet de détecter vos proies et de détecter vos prédateurs, échapper à vos prédateurs. Dans le milieu éclairé, si le système visuel est altéré, eh bien ça va baisser les chances de survie de ceux qui sont affectés par cette altération. Dans la grotte, non. Ce qui fait que le système visuel accumulant de génération en génération de petites altérations, eh bien de proche en proche, les yeux finissent par disparaître. Voir est bien la condition de performance qui font que les yeux se maintiennent. Quand il n'y a rien à voir, il n'y a plus d'yeux. C'est ce que vous voyez chez ces poissons ici. Différents poissons des grottes qui ne sont pas directement apparentés entre eux. Mais on voit ça aussi chez des araignées des grottes qui perdent les yeux, des écrevisses des grottes qui perdent des yeux, des silures des grottes qui perdent des yeux, et ça continue. 22 lignages différents d'amphipodes, de crustacés amphipodes qui perdent les yeux dans les grottes, des isopodes qui perdent les yeux, des petits amphibiens qu'on appelle des protées qui perdent leurs yeux aussi. Alors ça dépend du temps de génération de chaque espèce. Mais ça peut... ça je peux pas vous dire comme ça. Si vous avez des... La question est, en combien de temps ça se produit?
Ça peut aller assez vite, oui, si un temps de génération assez rapide, vous pouvez voir ces régressions sur un siècle ou deux, ouais. Si vous avez plusieurs générations par an, hein, pas une génération par an. Alors, vous avez compris qu'il y a un pour prospectif et un pour rétrospectif. Donc, en biologie, le pour prospectif, on ne le mobilise pas parce qu'il n'y a pas de destin. Si ce qui est régulier provient d'un désordre apparent, ce qui va advenir demain n'est pas écrit. Ou alors, il y a des marges de prédiction à certaines échelles. On sait que si le milieu va être plus sec ou si le milieu va être plus ceci ou plus cela, bah, on se doute en gros du genre de variation qui va sortir du lot. Mais dans le détail, on ne le prévoit jamais. Rien n'est jamais écrit en fait à l'avance en évolution. Et ça nous embête parce que les cultures monothéistes ne sont pas entraînées à penser l'incertitude de demain. L'incertitude nous angoisse en général. Nous sommes des êtres intentionnés et nous sommes d'autant plus confortables dans nos têtes que nous aimons bien prévoir ce qui va se passer pour anticiper évidemment nos actes et pour diriger nos actes. Donc, quand une théorie scientifique vous dit qu'on ne prévoit pas ce qui se passe demain, ou si peu, eh bien, il y a ça crée des problèmes dans la réception que le public a de l'évolution biologique. Dans beaucoup de pays, sachez simplement qu'on ne l'enseigne pas dans le système éducatif secondaire. On n'enseigne pas l'évolution en Turquie aujourd'hui, on ne l'enseigne pas en Hongrie, ni en Bulgarie, ni en Grèce, ni en Pologne, ni en Roumanie, ni en Irlande. Et il y a toute une liste de pays européens où on n'enseigne pas l'évolution. Imaginez qu'on enseigne une science sans sa théorie. Alors la biologie, c'est quoi? C'est la description des organes, comment ça marche? Allez, vous digérez comme si, vous reproduisez comme ça, mais la cause profonde du fait que les corps soient comme ci ou comme ça, j'entends par là les causes historiques, et puis le fonctionnement de la stabilisation de ces organes, le fonctionnement des mécanismes de stabilisation au cours des millions d'années, bah, ceci évidemment n'est jamais abordé. Donc vous avez une vision médicale du vivant, mais vous n'avez pas une vision historienne, et encore moins une vision dynamique. Parce que l'évolution, c'est la dynamique du vivant, en réalité. Sur le long terme, évidemment. Alors, le mélange entre le pour prospectif et le pour rétrospectif nourrit, en fait, notre allergie au hasard. On s'en aperçoit quand on voit des documentaires télévisés qui parlent d'évolution et qui essayent de mettre l'évolution comme sujet du verbe, ou qui essayent de trouver des pour, mais ce sont des pour prospectifs. Pour loger leur cerveau qui continue de se développer, leurs os crâniens, alors là on parle de certains animaux qui vivaient il y a 280 millions d'années, ce qu'on appelait jadis des reptiles mammaliens. Pour loger leur cerveau qui continue de se développer, leurs os crâniens s'élargissent, formant une tête colossale. Vous voyez que la nécessité d'élargir sa tête, enfin le gros cerveau en quelque sorte, est postérieure à une nécessité qui est de celle de loger le cerveau qui préside à l'apparition du gros cerveau. Ça fait dire à un dessinateur d'ailleurs que c'est l'origine de la migraine. Et le bestiole, il a mal à la tête et du coup ses os ils poussent. En fait, vous avez une confusion entre le pour prospectif et le pour rétrospectif. Mais les documentaires télévisés sont truffés de phrases comme ça. Euh, pour sortir de l'eau, les amphibiens vont avoir des pattes qui vont leur pousser. Enfin, c'est des phrases de Staccabila, c'est-à-dire qu'en fait, tout se passe comme si les êtres vivants anticipaient l'étape que leur lignage allait survivre et allaient faire volontairement des choses pour que le meilleur advienne, c'est-à-dire notre émergence. Ces récits sont là pour raconter notre histoire. Pour finir, il y a de fausses oppositions. Notre allergie au hasard est aussi manifeste par une fausse opposition entre hasard et déterminisme. Mais ça, c'est peut-être pas une allergie, c'est peut-être une incompréhension. Ce que j'entends par déterminisme ici, c'est simplement cette idée que les manifestations des changements du monde réel ici, bah, ces manifestations ont une cause. Le déterminisme, c'est cette idée que tout phénomène qui se produit a une cause. Et évidemment, c'est pas parce que quelque chose a une cause que cette cause ne se manifeste pas par hasard. Alors on va s'expliquer sur le fait que déterminisme et hasard ne s'opposent pas. Soit des phénomènes déterminés que je vais appeler P et qu'on va dire pourvus d'une cause. Eh bien, premièrement,
dans les grandes catégories de phénomènes qui se présentent à nous, nous avons des phénomènes qui sont dits nécessaires. Ça veut dire qu'en fait, un événement nécessaire se produit lorsque l'événement contraire ne peut pas se produire. Alors il y a un fameux livre intitulé Hasard et nécessité. J'ai envie de vous dire que hasard et nécessité ne s'opposent pas précisément. Parce que ces événements nécessaires, lorsqu'ils sont prévisibles, en général on ne parle pas de hasard. Ce boulet de canon là, il va nécessairement retomber par terre une fois qu'il a été tiré. Le phénomène est nécessaire. L'événement contraire n'est pas possible dans la théorie générale de la physique qui régit la description du mouvement de ce boulet de canon. Mais on ne parle pas de hasard parce que à une certaine marge près, le phénomène qui va se produire est parfaitement prévisible. On a même des lois pour décrire ça. On parlera de hasard lorsque le phénomène est nécessaire, mais imprévisible par défaut de connaissance des conditions initiales. Bon, typiquement, le type de hasard auquel on a affaire ici, l'emblème majeur d'ailleurs qui fait comment dire, le symbole de ce cycle de conférences, ce sont les dés, dont on dit toujours, excusez-moi de vous répéter des choses que vous avez probablement déjà entendues, mais ces dés dont on dit toujours que si on disposait des descriptions extrêmement précises des conditions physiques du lancer, l'angle de la main, la force du jet, la hauteur du jet par rapport à la table, la conformation des dés, est-ce qu'ils ont des défauts ou pas, enfin bref, si on décrivait tout ça dans un système d'équations gigantesque, on pourrait peut-être prévoir effectivement, on reviendrait au 1-1-1, c'est-à-dire on aurait un phénomène nécessaire et prévisible. Mais imprévisible par défaut de connaissance des conditions initiales. Bon, ça, ce sont des catégories relativement classiques. Par contre, on est moins habitué à penser des phénomènes qu'on pourrait qualifier de non nécessaires. Alors ces phénomènes non nécessaires, ce sont des phénomènes dont le phénomène contraire peut se produire, justement, ou aurait pu se produire, au moment où on considère l'occurrence d'un phénomène. On les appelle des phénomènes contingents. Et donc imprévisibles. Alors ceux-là sont imprévisibles par essence, sont foncièrement imprévisibles. L'exemple peut se discuter, mais quand on regarde la désintégration radioactive, il est vrai qu'à l'échelle de la population, on a un ordre apparent qui n'est pas reflété par les individus qui constituent la population. Je m'explique. Un bloc de matière radioactive, à l'échelle de la population des atomes, vous pouvez décrire une loi qui va vous dire au bout de combien de temps la moitié des atomes constituant ce bloc se sera dégradée. C'est la loi de décroissance radioactive. Ça, c'est une prévision qui se fait à l'échelle de la population. Néanmoins, à l'échelle de l'atome, quand vous changez d'échelle, vous rentrez dans des échelles beaucoup plus petites, eh bien, il est impossible de prévoir à quel moment cet atome-là, précisément, va se désintégrer un peu avant celui-ci ou un peu après celui-là. En fait, à l'échelle des atomes, il y a une imprédictibilité foncière. En fait, on pourrait dire que le comportement des atomes est contingent. Ça rappelle d'ailleurs le clinamètre d'Épicure. Hein. C'est-à-dire en fait cette idée que pour des raisons qui sont intrinsèques à l'entité, l'entité dévie de la trajectoire qui est celle des entités voisines, ce qui forme d'ailleurs la complexité, ce qui est à l'origine de la complexité du monde. Ah pardon, excusez-moi. Ça nous rappelle le clinamètre d'Épicure, c'est-à-dire cette idée que lors de la chute parallèle des atomes, certains atomes, pour des raisons qui leur sont propres et irréductibles, vont se mettre à chuter avec un angle qui fait que les atomes vont se rencontrer, et cette rencontre va être à l'origine de la complexité du monde. Je résume. Hein. Alors, bon, après, on a des distinctions relativement, oiseuses. Enfin, la contingence, ça c'est juste pour les symboles, replacer les symboles qu'on trouve toujours dans la plupart des livres qui parlent du hasard. La contingence externe. La contingence externe, c'est cette idée que vous avez des chaînes causales qui se croisent à des moments qu'il est impossible de prédire. En fait, il y a cette idée que finalement, dans le monde de la place où il y aurait une détermination absolue de tous les phénomènes, le croisement des chaînes causales indépendantes
alors des points donnés, pourrait être prévisible si on avait toutes les conditions initiales. Dans le monde d'Augustin Cournot, eh bien non, il y a des îlots d'imprédictibilité qui résultent du fait que des chaînes causales indépendantes se rencontrent en ces îlots. Je prends un exemple tout de suite pour être moins abstrait, l'exemple classique du pot de fleurs qui tombe de la fenêtre. Vous avez une chaîne causale donnée, un pot de fleurs est au bord d'une fenêtre. La femme de ménage va nettoyer les carreaux ce jour-là. Il y a du vent, elle veut rattraper le pot de fleurs, elle lui échappe des mains, le pot de fleurs tombe, et en bas il tombe sur la tête d'un passant. Le passant, lui, de son côté, était sorti de chez lui juste à cette heure-là pour aller au boulot, et voilà, il prend ce chemin-là parce que c'est le chemin le plus court pour aller à son travail, et puis il faut qu'il soit au travail à l'heure, sinon, bon, enfin bref, il n'y a plus de pointeuse aujourd'hui, mais vous avez compris, la chaîne causale du passant n'a rien à voir a priori avec la chaîne causale de la femme de ménage. Et évidemment, ces deux chaînes causales se rencontrent en un point, qui est la chute de ce pot de fleurs sur la tête du passant. Le passant ne passe pas pour se prendre le pot de fleurs là, et le pot de fleurs ne tombe pas pour tomber sur la tête du passant. On a tout lieu de penser que ces deux chaînes de cause à effet se rencontrent en un point qui n'était pas prévisible. D'ailleurs, ces deux chaînes ne se seraient pas rencontrées. On n'en aurait même pas parlé, c'est trivial. Alors cette contingence externe qui est finalement la rencontre en un point donné imprévisible de deux chaînes causales indépendantes, cette contingence se traduit par un événement multicausé. C'est-à-dire que, j'ai dit, le pot de fleurs ne tombe pas pour tomber sur le passant, le passant ne passe pas pour se prendre le pot de fleurs. Ça veut dire que l'événement, la chute du pot de fleurs sur la tête du passant, résulte de plusieurs causes qui s'ignorent les unes les autres. C'est une autre manière de parler de chaînes causales indépendantes qui se croisent, dans la façon dont nos explications rendent compte de ces phénomènes. Et puis les contingences internes, mais à la limite, il n'y a pas de différence. Externe, interne, c'est par rapport au système qu'on considère. J'ai parlé du bloc de matière radioactive. Il y a une contingence interne qui manifeste malgré tout une régularité externe. Et puis, on pourrait parler finalement de la conduite intentionnée des êtres vivants. Les êtres vivants sont des systèmes complexes qui manifestent à certains niveaux de leur organisation des conduites contingentes. On fait quelque chose, mais au moment où on le fait, on aurait très bien pu aussi ne pas le faire. Et l'entrelac des déterminismes est extrêmement complexe. Finalement, les individus manifestent des événements multicausés, un peu à l'image de ce qui se passe avec la tuile là. Donc interne, externe, il n'y a pas de différence épistémologique, c'est juste relatif à l'objet qu'on regarde. La différence entre contingence externe et externe est une question d'échelle. Alors on va résumer le propos. Les phénomènes déterminés, P pour phénomène, les phénomènes qui ont une cause, c'est finalement la somme, l'ensemble des phénomènes déterminés, c'est la somme des événements nécessaires et prévisibles, ça c'est le canon, les événements nécessaires et imprévisibles par défaut de description des conditions initiales, ça c'est les D, et puis de phénomènes contingents dont on pourrait penser qu'il existe effectivement un hasard, on va dire, intrinsèque à la matière, on va dire comme ça. Les deux premiers sont déterminés et nécessaires, ils ne peuvent pas ne pas se produire. Les deux derniers sont déterminés et imprévisibles. Le premier par défaut de connaissance et le deuxième foncièrement imprévisible. Donc nécessaire et prévisible, plus nécessaire et imprévisible, plus contingent. L'évolution mobilise les trois catégories de hasard. L'évolution, évidemment, est faite de phénomènes déterminés, bien sûr, mais qui s'organisent entre eux, de temps en temps, de manière à ce que vous rencontriez des chaînes causales relativement indépendantes, qui se croisent en des points imprévisible. Typiquement, un milieu, ce qu'on appelle le milieu, on a une population, et puis le milieu dont j'ai dit qu'il faisait un filtre sur cette population, eh bien les changements de ce milieu résultent pour beaucoup, parce que Stephen Jay Gould, le paléontologue américain, appelait des phénomènes contingents.
une manière très poétique qu'il a de le dire, c'est que si on pouvait renrouler l'histoire de la vie jusqu'à l'origine et la redéployer, eh bien ça ne serait pas la même histoire qui se déroulerait. C'est cette idée que les milieux euh, sont, changent par un entrelac de phénomènes de cause à effet qui nous donne l'image de cette contingence. À certaines échelles d'observation, les changements qui sont à la source de la variation du vivant sont explicables par NP et par NI, mais surtout en biologie, on considère rarement les contingences internes aux organismes, on considère surtout les contingences qui sont celles des milieux. En tout cas, l'ensemble des catégories ici sont mobilisées en biologie. Donc tous ces hasards font partie de l'évolution, tout dépend de l'échelle auquel on observe les phénomènes. Donc pour conclure, on va se dire que finalement la contingence est centrale elle est centrale pour comprendre pourquoi on ne prédit pas l'évolution. Alors ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, plusieurs auteurs y ont pensé. D'ailleurs, des historiens l'ont pensé même, parce que quand je parle d'évolution, là, je parle finalement du résultat de ce qui s'est passé, et donc de notre capacité à fournir un enchaînement d'événements dont on pourrait penser ils entretiennent plus ou moins entre eux des relations de cause à effet. Et ben, cet enchaînement, il aurait très bien pu être autre. Et vous connaissez bien en histoire ces uchronies, vous savez, qui sont des productions intellectuelles, bien sûr fictives, hein, mais où on reprend un point de l'histoire et on fait diverger l'histoire à partir d'un point et on raconte une histoire parallèle en quelque sorte. Ces uchronies se nourrissent de cette idée que le monde aurait très bien pu aller autrement. Si Grouchy n'avait pas été bourré au bar, là, plutôt que de revenir prévenir les troupes, Bonaparte aurait pas perdu Waterloo et la face du monde en eût été changée. Enfin, vous pouvez multiplier ce genre de trucs à l'infini. Les historiens sont relativement familiers avec cette idée qu'ils construisent des scénarios du passé avec une épistémologie qui leur est propre. Nous, les historiens du vivant, nous faisons la même chose d'ailleurs. Ils construisent une histoire du monde passé, dont ils savent très bien que chacune des étapes aurait très bien pu être autre. Et néanmoins, ce n'est pas un autre monde que nous avons à expliquer, c'est celui-là. Donc on n'est pas en train d'inventer, nous les historiens, des multivers, vous voyez. On explique le monde qui est là, celui qui est venu jusqu'à nous, et les faisceaux de présomption qui se manifestent à nous aujourd'hui, nous en maximisons la cohérence de manière à prédire, alors je devrais dire rétrodire, c'est-à-dire prédire dans l'histoire les conditions initiales ou un certain nombre de conditions qui expliquent pourquoi le monde, qui expliquent historiquement pourquoi le monde est tel qu'on le voit. Le niveau, je vais pousser un cran plus loin peut-être cette idée du hasard intrinsèque à la biologie. Il faut se demander si le niveau biologique d'organisation de la matière ne serait pas justement le niveau où vous voyez le système que vous regardez possède sa propre source de hasard. En gros, le lignage biologique se maintient quand il y a du bordel, si je vous le dis d'une manière très compréhensible. Je veux dire par là qu'il y a plein de systèmes dans des corps biologiques qui sont des robinets à hasard, qui sont des robinets à variation. Alors c'est très bien décrit chez des bactéries ou des gènes mutateurs. Lorsque les populations sont dans des conditions difficiles, les gènes mutateurs celles des variations qui deviennent dominantes dans la population, pour ces gènes mutateurs, sont celles qui ouvrent l'admission d'ADN étranger dans le génome. Et paf, le génome est bombardé d'ADN étranger, il y a une augmentation du taux de transfert horizontal par une augmentation par 100 ou je ne sais plus combien, enfin ça monte très fort. 95% de la population en meurt, mais les 5% qui restent sont ceux qui ont acquis via les transferts horizontaux certains gènes qui, au regard des conditions difficiles du milieu, plus sec, où il y a une toxine hein, pour laquelle il faut dépenser une énergie considérable pour empêcher ces effets, enfin bon, peu importe la source de la difficulté, le gène qui a été acquis est celui qui va permettre de surmonter la difficulté du moment. Et comme il y a eu évidemment une dévastation de la population, ceux qui survivent là, devant eux, ils ont un boulevard, hein, il y a plus de compétiteurs, et donc c'est la solution. On va dire solution entre guillemets, c'est la nouvelle conformation propice à la survie dans ce milieu-là qui va
tout se mettre à prospérer. Et nous avons ainsi des systèmes d'évolution par bouffée, parce que, à force de muter, n'oublions pas que le gène, l'allèle sauvage du mutateur va revenir par transfert horizontal, et ça va bloquer à nouveau la population dans sa capacité à recevoir de l'ADN. C'est-à-dire que quand le milieu est propice à la prospérité, eh bien, l'évolution est lente, et quand le milieu est difficile, paf, on a une évolution en bouffée et un blocage du système, mais ceux qui ont survécu sont toute petite fraction de ceux qui étaient là au départ. Eh bien, s'il n'y avait pas ce robinet à hasard, les populations auraient moins varié, et il se peut fort qu'elles aient pu s'éteindre dû aux difficultés du moment. Mais la sexualité, c'est ça, l'origine de la sexualité. Parce que c'est coûteux la sexualité. Les bactéries, elles échangent de l'ADN. Hein. Il n'y a pas un sexe mâle, un sexe femelle, et puis il faut faire une parade nuptiale, et puis il faut aller séduire la femelle, et puis il faut se battre entre mâles, et puis la rencontre des sexes, c'est extrêmement dispendieux en énergie. Quand on regarde le coût de la sexualité, c'est énorme en réalité, par rapport à des êtres non sexués. Il suffirait de se cloner et ça serait beaucoup, beaucoup moins compliqué la vie. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que la sexualité si ce n'est qu'un booster de variation? C'est comme ça qu'elle est comprise aujourd'hui. Par la sexualité, alors je ne vais pas je vais pas vous refaire votre cours de terminale sur ce que c'est qu'une méiose, mais puis bon, tout le monde n'est pas biologiste dans la salle, mais admettez pour faire court que la sexualité rebat les cartes, multiplie la combinatoire des gènes dans les gamètes, et que à ce point qu'il n'y a pas deux gamètes qui contiennent exactement le même cocktail de gènes. Hein. Chaque gamète est unique. Quand vous savez qu'un éjaculat chez un mammifère contient plusieurs millions de spermatozoïdes, chacun étant unique du point de vue génétique, justement parce que la sexualité, à travers un certain type de division cellulaire en amont, ce qu'on appelle la méiose, a produit des gamètes tous distincts génétiquement, augmente la loterie dont je parlais tout à l'heure. C'était le spermatozoïde d'à côté qui a fécondé l'ovule de votre mère, vous n'auriez pas cette tête-là. D'ailleurs, l'ovule non plus. Si ce n'était pas cet ovule-là qui avait été pondu ce mois-là, vous n'auriez pas cette tête-là non plus. Chaque gamète est unique génétiquement. Donc, pour faire court, la sexualité appartient vraiment au niveau d'organisation biologique parce que c'est un formidable amplificateur de variation. En fait, la variation est bonne pour le lignage. Mais pas, je répète, ce qui est bon pour le lignage, dans un raisonnement darwinien, ce qui est bon pour le lignage n'est pas nécessairement bon pour l'individu, et ce qui est bon pour l'individu n'est pas nécessairement bon pour le lignage. La sexualité est un amplificateur de variation, ce qui ne plaît pas peut-être aux individus, en tout cas ce qui permet la pérennité des lignages. Dit autrement, les lignages que nous avons à regarder aujourd'hui, ils sont restés jusqu'à nous parce qu'ils sont prolifiques et qu'ils sont variables. Sans la prolifération propre au vivant et sans sa variation intrinsèque, eh bien, ce que nous regardons n'aurait même pas lieu d'être regardé. La dernière idée qui mérite d'être soulignée, je l'ai déjà dit, mais je le redis ici en conclusion, c'est que la sélection naturelle nous a été enseignée comme pourvoyeuse de changement. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Mais on oublie que la sélection naturelle, avant que d'être pourvoyeuse de changement, c'est pas faux, hein, mais avant que d'être pourvoyeuse de changement, elle est d'abord pourvoyeuse de stabilité. Et ça a des conséquences énormes sur la biologie d'aujourd'hui. Je vais directement aux causes qui font qu'au XXe siècle, on a enseigné à l'école que l'évolution était pourvoyeuse de changement, et on a oublié qu'elle était pourvoyeuse de stabilité. Ici, dans ce petit tableau, j'essaye de vous caractériser le principe explicatif à droite, ce qui explique, ce qui est à expliquer au milieu, et ce qui est donné à voir aux hommes. Pour Linné, au XVIIIe siècle, pour Linné, ce qui est donné à voir aux hommes, ce sont les espèces. Les espèces sont réelles. Qu'est-ce qui fait la régularité de l'espèce pour Linné? Qu'est-ce qui fait que les chats font des chats et les chiens font des chiens et les humains font des humains? Bien, c'est le plan divin de création. Dieu explique la régularité de l'espèce. Colonne de droite, colonne du milieu, colonne de gauche. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de Darwin aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on déterre toujours ce bonhomme du 19e? Parce que c'est lui qui, pour la première fois, enfin peut-être pas pour la première fois, Maupertuis l'avait déjà pressenti un siècle avant. Mais Maupertuis n'en a pas fait une théorie scientifique, alors que Darwin en a fait une théorie scientifique.
Quel est le rôle de la sélection naturelle et qu'est-ce qui est donné à voir aux hommes chez Darwin? Eh bien, pour Darwin, ce qui est donné à voir aux hommes, ce sont des individus. L'espèce n'existe pas. Je veux dire par là, dans le monde matériel là-dehors, l'espèce n'existe pas. L'espèce est une convention de langage posée sur un flux de génération. Il le dit dès l'origine des espèces en 1859, l'espèce est une boîte qu'on fabrique dans nos têtes pour arriver à nommer ce qu'il y a, nommer les régularités qui se manifestent à nos yeux. Et ça, je ne vais pas lui dire le contraire. Moi, je suis systématicien de métier, je fais des classifications et je sais bien à quel point les espèces sont conventionnelles. Quand je dis conventionnelles, comprenez-moi bien, en science, on ne confond pas le contenant et le contenu, c'est-à-dire la validité du contenant et la réalité matérielle du contenu. Pour vous dire les choses clairement, le fameux Linné, il avait fait dans sa classification des pachydermes. Les pachydermes, c'est un mot dont on se souvient un peu, des animaux à peau épaisse. Le derme est épais. Eh bien, Linné avait fait les pachydermes, là-dedans il avait mis les éléphants, les hippopotames et les rhinocéros. Eh bien, aujourd'hui, je vous garantis que la zoologie moderne ne parle plus de pachyderme. Le concept de pachyderme a disparu. Il est invalidé. Le contenant est invalidé, mais ce n'est pas parce que le contenant est invalidé que cela remet en cause l'existence matérielle du contenu. Les rhinocéros, les éléphants et les hippopotames existent toujours. Donc on distingue bien, nous, en tant que systématiciens, mais on devrait le faire en toute science, hein, c'est-à-dire la validité du concept et l'existence matérielle de ce que ce concept désigne. Et donc ainsi, pour Darwin, l'espèce est un contenant, ce n'est pas une réalité matérielle du monde là-dehors. Ce qui existe là dans le monde, c'est des barrières à la reproduction. Ça oui, on peut le documenter dans le monde réel. Et c'est à partir des barrières à la reproduction que nous avons décidé, nous, de faire des boîtes dans nos têtes, qui nous permettent de parler d'ailleurs, qu'on appelle des espèces. Parce que vous ne pouvez pas faire de biologie en donnant un prénom à chaque mouche, à chaque champignon et à chaque pâquerette. Vous avez besoin de concepts de portée générale. Donc la sélection naturelle pour Darwin, elle explique comment, parmi des individus que vous avez à voir qui ne cessent de varier, comment vous obtenez une moyenne dans la population. Le milieu, il va filtrer une moyenne, et c'est cette moyenne, je vous dessine une courbe de Gauss là, hein, voilà, il y a un pic dans la courbe de Gauss qui est pas la moyenne, pardon, mais vous avez quelque chose qui est reproductible, et qui est majoritaire dans la population, et à partir de ça, je vais faire une espèce pour arriver à parler de la nature. Les espèces ne sont pas premières à voir chez Darwin. Alors justement, vous allez comprendre ce qui se passe avec cette histoire de hasard, c'est que au XXe siècle, on a des acteurs qui sont ceux de la théorie synthétique de l'évolution, dont le principal est Ernst Mayr. Ernst Mayr est évolutionniste en 1950, en 1960, et même tard, hein, il est mort en 2005, il est mort très tard. Ernst Mayr est un acteur majeur de la théorie synthétique de l'évolution au milieu du XXe siècle. Seulement, Ernst Mayr, il pratique ce qu'on appelle le réalisme de l'espèce. Ernst Mayr considère que ce qui est donné à voir aux hommes, ce sont des espèces. Pourquoi? Parce qu'il voit la biologie dans un temps synchrone. Il néglige la dimension, alors excusez-moi du terme, diachronique, mais je l'explique tout de suite, il néglige la dimension, la profondeur du temps, la dimension historique du vivant. Alors si vous regardez la nature ici et maintenant, là, si vous reculez, si vous ne tenez pas compte de l'histoire, vous avez l'impression que les espèces sont réelles. Et c'est un mirage. Ben oui, les chats font des petits avec des chats, les chiens font des petits avec des chiens, et les girafes font des petits avec des girafes. Vous n'avez jamais vu une girafe faire un petit avec un chien, donc les espèces sont réelles à nos yeux, quand vous regardez la nature ici et maintenant. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire une théorie, ni de la biologie, ni de l'anthropologie, ni de la sociologie, ni de l'économie, sans vous intéresser à la charge de l'histoire. Quand on disait tout à l'heure, oh, on ne peut pas avoir un œil par hasard, ça vous voyez ça sur les sites créationnistes aujourd'hui, on joue sur différents sens du mot hasard. On vous fait croire que la théorie de l'évolution vous dirait qu'on obtient comme ça un œil, par un coup de baguette magique, comme si on avait tiré au dé. Ce qu'on ne dit jamais, c'est que l'apparition de l'œil ou des yeux, parce qu'il y en a plusieurs sortes, l'apparition des yeux au cours de l'histoire du vivant, chacun de ces yeux, à chacune de ces étapes, a été conditionné à l'étape précédente. Et l'étape précédente elle-même a son apparition qui est conditionnée à l'étape précédente. Ce n'est pas un hasard où on a un œil qui apparaît à partir de rien. À chaque petit hasard successif, on est conditionné à l'étape historique de l'étape précédente. Il y a une historicité.
On ne comprend pas le vivant sans son historicité. Il y a l'historicité de ses yeux qui doivent servir de toile de fond à la compréhension de leur émergence. Alors, effectivement, Mère voit la nature ici et maintenant. Du coup, il a l'impression que les espèces sont réelles. Moi, le matin, je me lève, le soleil il se lève à l'est. Le soir, je me couche, le soleil se couche à l'ouest. Pour moi, le soleil tourne autour de la Terre. Les sciences ne font que faire reculer le potentiel d'explication collectif et rationnel du monde réel au-delà de ce que vos sens peuvent vous permettre de détecter. Mon œil me dit que mon œil m'enseigne le géocentrisme et la science vous enseigne l'héliocentrisme. Enfin, je vais le dire autrement, ce qui explique, la science vous dit que ce qui explique le fait que le Soleil a ce mouvement apparent, c'est la rotation de la Terre sur elle-même, pour être très exact. Et donc, c'est pas étonnant de voir Mère se prendre les pieds dans le tapis, c'est que Mère considère les espèces comme réelles. Et du coup, si l'espèce est réelle, le rôle de la sélection naturelle, c'est pas d'expliquer la stabilité de l'espèce, puisque l'espèce est déjà donnée à voir. Le rôle de la sélection naturelle, c'est d'expliquer le changement de l'espèce. Puisque l'espèce est tangible. Et c'est ça que j'ai appris à l'école. C'est ça que vous avez appris à l'école, si tant est que vous ayez eu la chance d'avoir eu un cours d'évolution dans votre vie, ce qui n'est pas évident en France. La sélection naturelle, pour Mère, explique le changement des espèces, et Mère oublie que la sélection naturelle puisse être stabilisatrice, même sur le long terme, parce que, de toute façon, le caractère, la régularité est déjà inscrite dans l'espèce. Qu'est-ce qui fait la régularité de l'espèce, puisque la sélection naturelle n'est pas convoquée? C'est pas la création divine, puisque Mère fait de la science. Au XXe siècle, on ne mobilise plus la providence au laboratoire. C'est pas dans le contrat. Et donc, qu'est-ce qui fait la régularité de l'espèce? Je vous le donne en mille, c'est le programme. Le programme génétique, c'est l'importation d'une métaphore au XXe siècle qui sert de donneur d'instruction pour expliquer quelque chose qui est donné à voir aux hommes, qu'est l'espèce. Si les chats font des chats, c'est que dans le chat, il y a un programme de chat qui fait le chat. Et ceci depuis plusieurs générations. Cette pensée est orthogonale à la théorie de l'évolution. Donc pendant 50 ans au XXe siècle, on a eu une pensée idéaliste, celle de Mère, qui s'est installée en biologie et qui faisait de la biologie une biologie bancale. En fait, la biologie théoriquement cohérente aurait consisté à faire descendre la sélection naturelle à toutes les échelles du vivant, en considérant qu'à toutes les échelles, on a des individus qui varient et non pas des espèces. Quand je dis à toutes les échelles, et là vous allez toucher du doigt les changements majeurs qui se préparent durant ce siècle, ce qui va se passer là, c'est que moi, quand j'étais à l'université, j'apprenais que la sélection naturelle expliquait le changement des espèces à l'échelle des populations, mais elle ne concernait pas ce qui se passe dans le corps d'un individu. Dans le corps d'un individu, moi j'avais appris toutes les cellules avaient un seul et même génome, un seul et même programme. La différenciation cellulaire, elle résultait d'allumage de différentes parties de ce programme, mais c'était le même programme pour tout le monde. La sélection naturelle n'est pas convoquée pour expliquer la régularité du corps humain, enfin des corps en général, pas seulement de l'humain, mais prenons le corps humain puisqu'on va s'intéresser à la médecine dans un instant. La sélection naturelle n'est pas convoquée pour expliquer la régularité du corps humain parce qu'elle est conçue au XXe siècle comme seulement pourvoyeuse de changement. Or, le médecin, il a un corps qui dysfonctionne, il appelle ça une maladie, il n'appelle pas ça une variation. Hein. Et donc, il peut se contenter de considérer un corps comme un peu un moteur de voiture où la stabilité est garantie par un programme, c'est-à-dire en gros un dispositif de construction, et puis quand ça ne marche pas, on dit que c'est une maladie et on y pourvoit. Les gènes sont conçus d'ailleurs comme des instructeurs et des notaires de ce qui se passe à la génération suivante. Les gènes sont les garants de la pérennité, de la régularité, et pas la sélection naturelle. Le programme est garant de la pérennité et de la régularité, pas la sélection naturelle. La sélection naturelle n'est pas convoquée dans le corps parce que l'explication du fonctionnement d'un corps en biologie, elle doit rendre compte de la régularité du corps, pas de son changement. Quand c'est un changement, on dit que c'est une maladie ou on dit que c'est du vieillissement. Donc ce sont des notions négatives en fait. Le corps ne vaut que parce qu'il est régulier. Ça, c'est la pensée qui habite la médecine. Une médecine qui, pendant longtemps, n'a pas tenu du tout compte de la théorie générale de la biologie, qu'est la théorie de l'évolution. Ça ne fait que 15 à 20 ans seulement qu'on parle de médecine darwinienne. Alors, si maintenant vous vous autorisez à
à penser que la sélection naturelle est pourvoyeuse de régularité à une certaine échelle, à partir de variations à plus petite échelle. Eh bien, finalement, votre corps, on sait aujourd'hui que votre corps, sa régularité s'explique bien par l'introduction du principe de sélection naturelle dans le corps. À ce point, tenez-vous bien, à ce point que depuis le début de cette année, 2016, pas moins de 4 gros articles sont sortis dans des revues phares comme Nature Science ou PNAS, qui expliquent qu'aujourd'hui, on rend mieux de ce qui se passe, on rend mieux compte de ce qui se passe dans une tumeur cancéreuse en mobilisant le principe de variation-sélection, plutôt que de mobiliser des gènes qui seraient des gènes maîtres et qui seraient responsables par leur seule présence d'un phénotype prolifératif, enfin de la production des métastases, si vous voulez. Et je pense par exemple à cet article qui a été publié par une équipe de Floride et qui explique que l'administration des substances anticancéreuses qui fait varier le dosage aléatoirement, et du fait on a des morts différentielles dans les cellules saines et les cellules potentiellement prolifératives, enfin quand je dis saines, on a celles en tout cas susceptibles de fournir des métastases, eh bien l'administration aléatoire de ces substances fait que toutes les cellules sont plus ou moins soumises au même jeu et se contrecarrent les unes les autres dans leur prolifération. Et du coup, la tumeur, elle s'éteint, elle se tait. Les métastases ne surviennent pas. Contre des thérapies, alors cette thérapie-là, nouvelle, dite thérapie évolutionniste, qui justement utilise des principes évolutionnistes, c'est-à-dire variation-sélection dans la tumeur pour éteindre la tumeur, elle est plus efficace, il s'agit en l'occurrence de cancer de la glande mammaire chez la souris. Cette thérapie est plus efficace que les thérapies éliminatives, comme on a longtemps pratiqué, où il est question évidemment de repérer celles des cellules qui sont potentiellement métastasiques, enfin prolifératives, et éradiquer ces cellules-là. Bon, on en éradique beaucoup autour aussi. Le problème, c'est qu'on ne le fait jamais complètement. Et c'est le principe des bactéries tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, si vous en laissez une ou deux, eh bien, il n'y a plus personne autour. Vous leur laissez un boulevard aux deux qui restent. Et au bout de 3 mois, vous avez ce qu'on appelle en anglais un competitive release, c'est-à-dire un relâchement compétitif des cellules entre elles. Les cellules qui peuvent proliférer n'ont plus de compétitrices pour leur barrer la route, et elles explosent, elles prolifèrent de manière explosive, et le patient meurt au bout de 3 mois. Donc en fait, les thérapies éliminatives, elles proviennent d'une pensée où le gène est le maître et le garant de la manifestation cellulaire. Donc si on retire le gène, pense-t-on, on va retirer la prolifération. Or, c'est l'inverse qui en fait est la réalité, c'est que s'il y a prolifération, c'est pas parce qu'il y a un gène qui est là, enfin en partie si bien sûr, mais c'est surtout que le dialogue sélectif entre les cellules est rompu. Ce qu'on croyait être la conséquence est la cause, et ce qui est la cause est la conséquence. Si une tumeur cancéreuse ne prolifère pas, c'est que le dialogue cellulaire est maintenu, enfin le containment, la limitation proliférative des cellules potentiellement prolifératives est opérée par les cellules voisines. Et finalement, c'est le dialogue sélectif entre les cellules qui fait que ça ne prolifère pas. Alors que, et c'est pas un gène qui dit clairement, les cellules sont prolifératives par défaut en fait. D'où l'inversion des causes et des conséquences. Les cellules sont prolifératives par défaut, et si celles qui se mettent à proliférer, c'est qu'elles ne sont pas empêchées de le faire par leurs voisines. Si vous éliminez les voisines, elles le font. Donc ça change complètement la vision des thérapies du cancer. Donc cet exemple pour vous dire très brièvement que nos succès ou nos échecs à guérir des maladies, c'est pas seulement une histoire de technologie, c'est aussi une histoire de la façon dont nous pensons la biologie, à savoir où est-ce que nous plaçons les principes, les grands principes qui régissent la compréhension des entités biologiques à tous les étages, de l'étage génomique comme vous l'avez vu la semaine dernière, à l'étage cellulaire et à l'étage populationnel. Nous revenons au XXIe siècle à une sélection naturelle qui explique les régularités momentanées d'individus qui ne cessent de varier.
vos cellules cancéreuses dans la tumeur, elles varient d'une manière incroyable. Aujourd'hui, on sait séquencer des génomes à l'échelle de la cellule. Il y a plus de variations génétiques dans votre tumeur cancéreuse que vous en avez partout ailleurs dans le corps. C'est une explosion de variations, le cancer. Voilà, donc ça change effectivement nos capacités, y compris thérapeutiques. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors donc maintenant nous allons passer aux questions. Voilà, donc à côté monsieur là par exemple. Puis après ce sera vous. Et je ne crois pas tout à fait au hasard dans l'astronomie. Je crois qu'on ne vous entend pas au fond. On regarde la formation de la Terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une collision. La Lune résulte d'une collision avec la Terre. Elle a ralenti la rotation terrestre. On a pu une journée de 24 heures parce que si ça avait été trop rapide, ça ne permettait pas la vie telle qu'elle se présente pour vous, biologistes. Hein, premièrement. Deuxièmement, est-ce que je peux vous demander où est-ce que vous voulez en venir dans le premièrement? Vous me dites que si le monde si les conditions initiales avaient été différentes, le monde eût été différent. C'est ça que vous dites finalement. Oui. Ben, la oui, Terre tournait bien sûr, mais le monde qu'on a expliqué. très vite autour de ce. Je suis d'accord. Mais le monde que nous avons expliqué, qu'il s'agisse du géologue, de l'astronome ou du biologiste, c'est le monde tel qu'il est. C'est pas un autre monde. Donc dire que le monde eût été différent si les conditions initiales eurent été différentes, on ne dit pas grand-chose d'intéressant pour la science. Vous voyez ce que je veux dire? C'est relativement banal, du point de vue de l'historien, j'entends, du point de vue d'un historien. Hein. Laissez-moi terminer, puis après oui, vous. D'accord. Bon. Alors, deuxièmement, on a une planète comme Jupiter, qui est une véritable poubelle, qui récupère les météores qui s'écraseraient sur la Terre. Hein. La Terre a un champ magnétique qui nous protège des protons solaires qui nous tueraient. Hein, le noyau en feu, là, crée un champ magnétique. Qu'est-ce qui reste encore? La fin des dinosaures. C'est le hasard aussi, ça? Ah bah, Parce que les dinosaures présents sur la planète, la vie n'était pas possible pour nous. Non, mais les dinosaures n'ont pas disparu. Les oiseaux sont des dinosaures. J'en ai pas vu. Hein. Non, mais Pardon? Pour nous, basique. Oui, il a raison de dire, pour nous, on nous dit les dinosaures. Ah oui, d'accord. Alors on va laisser de côté les conventions taxonomiques. Je suis d'accord. Ce que vous me dites simplement, c'est que nous ne serions pas advenus s'il n'y avait pas eu un certain nombre d'événements qui ont affecté, jalonné l'histoire de la vie. Bon, alors vous faites allusion à la disparition massive de la fin du Crétacé, hein, c'est ça, et sans laquelle nous ne serions pas advenus. Mais vous pouvez isoler n'importe quel événement historique dans l'histoire du vivant, spectaculaire ou pas d'ailleurs, et le monde eût été différent. Et donc, so what, vous voyez où est-ce que vous voulez en venir? Vous avez fini ou... Oui, j'ai fini. Ah, pardon. Alors c'était monsieur là-bas. Sauf penser que le monde est prédestiné. Mais ça, alors oui, ça c'est quand même une réponse épistémologique. C'est que si nous pensons, je pense que votre remarque met en contraste l'acceptation du hasard et cette idée que le monde puisse être éventuellement prédestiné à être devenu ce qu'il est devenu. Pour essayer de répondre de la manière vraiment la plus honnête possible, j'ai envie de dire que nous n'avons pas, dans le monde réel, d'instance qui nous indique que le monde puisse être prédestiné. Alors si vous voulez le penser, c'est en arrière-plan, c'est-à-dire que c'est pas dans le plan du laboratoire, c'est dans le plan philosophique. C'est une posture philosophique première qui consisterait à voir que tout événement est forcément advenu pour qu'il en soit ainsi. C'est pas la façon, alors qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est pas la façon dont la théorie générale de la biologie fonctionne. Je pense pas d'ailleurs que ce soit la façon dont les théories générales des sciences
comment dire, qui travaille sur les niveaux d'émergence au-delà de la biologie, les niveaux sociologiques, comportementaux et même économiques. Euh, il en est de même, hein. Donc on ne pense pas en tant que scientifique à un monde prédestiné. La prédestination, c'est cette idée que les phénomènes comment dire, tous les phénomènes sont nécessaires en fait, quelque part. C'est l'hypothèse déterministe forte. Oui. Oui. Merci beaucoup pour votre exposé. C'est la première fois que j'entends un exposé justement sur les aléas et la vie. Alors, je vais vous poser une petite question, c'est sur ces facteurs de mutation aléatoire, hein. Alors, il y en a plein. Vous avez les créodes, c'est-à-dire que comme depuis l'ovule fécondé qui m'a donné, il y a eu à peu près 100 millions de milliards de scissi-parités, vous comprenez qu'il y a quelques erreurs dans la transmission du patrimoine génétique. Après ça, vous avez les transposons, vous avez un grand fil d'ADN, enfin double brin, oui, avec des gènes qui sautent d'un endroit à l'autre, ce qui fait que le patrimoine génétique n'est pas changé, mais le fait que tel gène ne soit plus à sa place initiale et soit à un autre endroit, ça donne encore une mutation. Vous avez les rétrotransposons, c'est-à-dire que vous avez l'ADN qui sort son petit ARN La liste est longue. pour que les ribosomes fassent des protéines, et puis là, pas de chance, l'ARN revient dans le noyau, se colle n'importe où, et ça fait encore une mutation. Après ça, vous avez encore la dernière. Hein. La dernière, vous avez l'épigénétique, qui là, l'ADN n'a rien à voir, c'est un pur robot moléculaire avec peu d'intérêt. Oui, et là, l'épigénétique modifie l'expression des gènes. Donc, c'est là-dessus que se colle le hasard. Le hasard des créodes, des transposons, des rétrotransposons, et le hasard de l'épigénétique. Alors, il y a une question, et c'est la mienne, c'est celle de Monod. Il dit c'est quand même curieux que les mutations, à 99%, elles sont viables. Ah oui. Alors Monod écrit, dès son époque, ça se discute beaucoup, ça. Kimura avait expliqué qu'effectivement, une énorme masse de mutations était neutre sur le plan sélectif. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le neutralisme à l'époque. Donc, à l'époque, ça se discutait, ça, hein. Aujourd'hui, de toute façon, comme vous l'avez très bien dit, on n'en est plus à des mutations ponctuelles. Ça, les années où Monod écrit, ce sont des années où les changements génétiques sont surtout conçus comme changements dans l'ADN. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, à tous les niveaux d'organisation du génome, il y a une source de changement phénoménale. Le génome, c'est une grosse bouillie, quoi. Ça n'arrête pas de se transposer dans tous les sens. Et c'est ce qui fait qu'on a des cellules qui meurent, en fait. Les premiers à avoir mis un coup de pied dans la fourmilière, ça a été les immunologistes, dans les années 80. Les gars étaient malins, ils se sont dit, bon sang de bonsoir, c'est quand même marrant. On a un corps étranger qui rentre dans le sang, on arrive à produire des anticorps qui, sur le plan moléculaire, sont spécifiques du corps étranger, ils peuvent se coller sur le corps étranger, qui n'était pas prévu d'arriver. Comment est-ce qu'on peut arriver à fabriquer autant d'anticorps spécifiques que d'antigènes qu'on va rencontrer alors qu'on ne sait pas qu'on va les rencontrer? Alors, dans la métaphore du programme, alors non seulement on avait le programme, mais on avait aussi le dogme un gène, une protéine. Les gars faisaient des calculs, ils disaient mais on n'aura jamais suffisamment de gènes dans un génome pour arriver à fabriquer autant d'anticorps qu'on va rencontrer d'agents étrangers dans notre vie. Donc comment est-ce qu'on arrive à penser ça? Eh bien, ils l'ont pensé avec une combinatoire. Seule une combinatoire pouvait donner un potentiel de possibilités que jamais un seul génome, aussi grand soit-il, n'aurait pu contenir. Et effectivement, ce sont des transpositions de segments génétiques dans la moelle osseuse qui produisent des variations dans les têtes dites VH des immunoglobulines, enfin peu importe le détail technique, mais ce sont effectivement des remaniements à l'intérieur du génome qui font qu'on a différents remaniements dans différentes cellules et on a un potentiel de variation phénoménal. Et après, il y a un mécanisme qui tire, on va dire, qui va finir par tirer le clone qui possède la variation propice. Il y a une forme, donc c'est les premiers à avoir pensé cela, et ensuite, ça n'a cessé de s'amplifier. La neurogénèse chez l'adulte,
elle est produite aussi par un phénomène de variation-sélection où des transposons des éléments L1 se mettent à transposer comme des malades dans les cellules souches neurales. Ça, je parle de la rhonogénèse et l'adulte décrit d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 10 ans. Et selon les endroits où les cellules ont été affectées par ces transpositions génétiques, elles vont suivre un chemin, elles vont être sélectionnées dans un chemin de développement de cellules gliales ou dans un chemin de développement en neurones. Bref, les trajectoires sont différentes. Et enfin, le cancer, et j'arrêterai là, mais j'en ai dit 2 mots. On comprend mieux le cancer aujourd'hui avec justement une compréhension de type variation-sélection plutôt qu'une compréhension de type programme. Donc merci d'avoir insisté sur les sources de variation. En fait, je vous illustrer ce que je disais. Ce principe, c'est que véritablement, pour le niveau d'organisation biologique de la matière, la variation, c'est l'assurance vie pour demain, quoi. Il faut qu'à petite échelle, les systèmes soient déstabilisés pour qu'à grande échelle, le lignage puisse se pérenniser. Et ça, on n'est pas habitué à le penser. Que le bordel, excusez-moi, mais je le dis exprès, que le bordel à petite échelle puisse être garant d'un maintien sur le long terme, à grande échelle. Oui. J'avais une autre question. C'est l'apparition de la vie. Donc, avant que la vie existe, il y avait des mécanismes prébiotiques extraordinairement complexes. Oui. Bon, qu'on arrive à faire d'ailleurs encore en laboratoire, enfin, il n'y a pas de problème. Bon, ils ne s'autorégulent pas tout à fait très bien, mais enfin, très complexe. Et puis tout d'un coup, pouf, apparaît la vie. C'est une génération spontanée. Pasteur a tort. Non, c'est une histoire de convention taxonomique. Le premier Lucas, la première, c'est pas terrible. Lucas n'est pas le premier, c'est le dernier qu'on arrive à reconstruire. Il y avait autre chose avant en fait, mais je vais retourner la question. Vous avez des propriétés qui s'accumulent. On peut en discuter de ce que c'est que la vie, mais la vie, c'est pas génération spontanée. La vie, c'est une convention de langage que je vais poser sur un phénomène. À partir de quel moment je vais décider que ce que je regarde mérite le qualificatif de vivant? Alors, il y a différentes réponses à cette question. Une molécule qui peut transmettre à une molécule voisine une conformation, enfin, la façon de se replier par contact, si cette conformation est reproductible, et il y a des mécanismes moléculaires dont je pourrais vous parler qui expliquent qu'on peut avoir des protéines globulaires dont la conformation est reproductible mais changeante, et bien si c'est transmissible par contact, on peut avoir un phénomène de variation-transmission. Et quand vous avez variation et transmission de ce qui a varié, vous pouvez avoir sélection naturelle. Et par convention, vous pouvez dire, la vie, j'appelle vivant les systèmes d'organisation qui sont sujets, qui se manifestent comme sujets à sélection naturelle. Alors, des protéines globulaires, ça c'est discuté, ça n'a pas encore... je ne vais pas vous dire que c'est le... Je vais pas vous dire que c'est la théorie générale. La théorie générale ne regarde pas trop les protéines pour ça, elle regarde plutôt les ARN autocatalytiques. Mais les molécules qui ont des propriétés de variation et transmission de la variation, on pense que c'est des ARN. On a un peu oublié que les protéines pouvaient aussi avoir cette propriété-là. Donc la vie, non, c'est pas génération spontanée, c'est une convention de langage sur un phénomène. Vous pourriez dire que la vie, c'est à partir du moment où je le différencie un intérieur d'un extérieur et que j'ai un début de cellule. Vous pourriez dire que c'est ça, la vie. Voilà, on ne cesse de faire des conventions de langage. Il y a des espèces qui existent, on les scinde, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une barrière à la reproduction parmi des individus qu'on nommait de la même façon jusque-là. On scinde l'espèce en deux. Ça ne change pas le monde. Le monde, il reste ce qu'il est, mais on en parle différemment. De même, il y a des espèces qu'on croyait distinctes, on s'aperçoit qu'elles sont interfécondes. Du coup, on applique une nouvelle convention de langage unique à l'ensemble, et ça ne change pas le monde réel. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone sonne. Je vais l'éteindre. Oui. Comme je dis à chaque fois, merci Universcience, merci monsieur. Je suis pleine d'admiration toujours. Question extrêmement basique, est-ce que j'ai bien compris, monsieur? Mutation lignée viennent du hasard.
Mutation, c'est hasard, c'est ça? Il y a des mutations ponctuelles que vous pouvez... il y a des mutations ponctuelles que vous pouvez parfaitement expliquer par des phénomènes physico-chimiques et déterministes. Ça ne veut pas dire que ça s'oppose. Tout à l'heure, j'expliquais que hasard et déterminisme ne s'opposaient pas. Et donc, c'est pas parce que des mutations peuvent être expliquées que cette mutation-là, que je regarde, je puisse considérer qu'elle soit advenue par hasard. Le fait que, par exemple, elle soit déterminée, mais non prédictible. La prochaine, je ne peux pas la prévoir. C'est le hasard au sens... c'est le hasard au sens... Mais c'est parce que vous nous aviez expliqué mutation. Oui, les mutations viennent du hasard. Vous pouvez voir une mutation individuelle comme une fois qu'elle s'est produite, vous pouvez expliquer les conditions physiques qui ont amené à cette mutation. Mais pour celles des mutations que vous n'avez pas encore vues, vous ne pouvez pas les prévoir. Elles sont déterminées, mais imprédictibles. C'est le NI ici. C'est compliqué, hein, oula. Bah oui. Vous voyez, vous avez des phénomènes qui sont déterminés, mais pas prévisibles parce que vous n'avez pas les conditions initiales. Je suis pas sûr de comprendre, mais je suis sûr que vous avez raison. C'est les deux. Non, mais alors... je vous réponds, c'est les deux. C'est les deux. C'est-à-dire que cerveau, oui, une mutation est déterminée, mais elle se produit au hasard. Allons-y. Ouais. Oui, non, mais c'est passionnant, mais je suis un peu perdu. Vous n'y êtes pour rien. Merci. Et il n'y a pas que les mutations. Tous les changements dont a parlé monsieur. Non, mais là, on parle de mutations dans l'ADN, mais il y a, en fait, à tous les étages, je précise parce que ouais, lignée des individus. Lignée vient du hasard. Ah. Lignée, ça veut dire pour moi, lignée, c'est la mutation qui fait comme ça. Ah, pardon, alors, vous faites bien de poser la question parce que... Pour moi, lignée, c'est ça, mais je ne suis pas une experte. Non, mais je me suis peut-être pas moi-même assez exprimé sur ce que c'était qu'une lignée. Ce que j'appelais lignée, c'est l'ensemble des liens généalogiques que constituent les individus entre eux. Les individus, ils descendent les uns des autres et ils produisent à l'échelle de leur population une lignée dans le temps. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas les mutations qui font des lignées, c'est les individus qui font des lignées. La mutation, elle se répand dans la lignée ou elle s'éteint, éventuellement. Ou alors elle fluctue, sa fréquence fluctue, mais... Ouais. Avec un S parce qu'il y a mutation. Oui, il y a des lignées canesses parce qu'il y a des changements. Voilà. Ouais, non, mais le mot mutation, je l'aime pas trop. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que dans notre culture scientifique, la plupart des gens pensent par mutation dans l'ADN. Alors oui, vous avez raison, la matériel génétique mute, mais tous les changements, il n'y a pas que l'ADN dans la vie, j'ai envie de dire, tous les changements qu'un organisme subit sont des changements qui ont des conséquences dans le lignage. Donc il n'y a pas que les mutations de l'ADN, c'est ça que je veux dire. Un changement de tradition culinaire. Non, mais prenons des exemples concrets. Un changement de tradition culinaire, j'appelle pas ça une mutation génétique. Seulement, tenez-vous bien, dans le lignage, des gens qui ont changé de mode alimentaire, pour degré ou de force, à l'échelle de la population, vont produire des conditions qui vont sélectionner des gènes qui les rendent capables de digérer certaines substances. Exemple très bien documenté, la lactase. Il y a 5000 ans en Europe et il y a 9000 ans en Afrique, à deux moments différents de l'histoire des humains, on fait du pastoralisme. On élève du cheptel et on se nourrit du lait issu de ce cheptel, des fromages, enfin bon, de la nourriture lactée. Alors normalement, le gène qui permet de digérer le lactose, on l'a tous, hein, quand on est bébé, on est content avec ça, ça permet de digérer le lait de la maman, mais au stade adulte, normalement, ce gène s'éteint, il ne s'exprime plus. Eh bien, le changement d'habitude alimentaire, et même les changements de tradition culinaire, ça peut se produire aussi, favorise du coup ceux des individus de plus en plus capables de tirer parti du lactose tardivement. Ce qui fait qu'on a le maintien du gène de la lactase au stade adulte, et ce maintien de la lactase au stade adulte est manifeste dans les populations européennes et africaines, et pas dans les populations asiatiques, qui ont une autre histoire, et qui n'ont pas tiré parti du lait de leur cheptel. Ils ont tiré parti. Ouais. C'est plutôt l'explication que nous avons conservé ce gène et que les autres l'ont perdu. Ouais, d'accord. C'était pour illustrer le fait qu'un changement à un niveau d'intégration très intégré comme la tradition culinaire
est un changement important pour le lignage, sans qu'il y ait besoin d'aller chercher. Je n'irais pas dire que le changement de tradition culinaire est codé génétiquement ou c'est la mutation dans un gène. Donc oui, il y a les mutations dans les gènes, mais il y a beaucoup d'autres choses de plus que les gènes qui fait de la sélection. Oui. Oui, bonsoir. Merci pour la conférence. Sur la sélection naturelle, vous avez dit qu'il faut, pour garder une lignée, une grande diversité, mais aussi une grande destruction. Ouais. Du coup, pour l'homme, l'espèce humaine, aujourd'hui, on refuse la destruction, en réalité. Est-ce à dire que la ligne humaine court à sa perte en permettant une grande diversité, mais en protégeant tous les individus, donc en réduisant la destruction? Alors, c'est une bonne question. C'est un aspect de la sélection que je n'ai pas abordé ce soir parce que on n'en avait pas le temps, mais la sélection naturelle, elle a des conséquences multiples. Et ces conséquences se contrecarrent les unes les autres. Il y a dans les populations d'êtres vivants une propension à capter plus de ressources. Les individus qui captent plus de ressources que les individus voisins, s'ils en ont la capacité, et si ces capacités sont transmissibles, eh bien, cette capacité va se répandre dans la population. C'est ce qu'on appelle les comportements de compétition ou égoïstes. Mais de la même façon, en même temps, dans les populations naturelles, l'union fait la force. C'est-à-dire que les individus qui tirent parti de leur proie parce qu'ils chassent de manière coopérative, si on a plus de kilos de viande par tête de pipe, je vous le dis gros, eh bien, cette capacité, si elle est transmissible, va se maintenir. Il y a une origine naturelle des sociétés animales. Ce qu'on appelle les sociétés animales, c'est la manifestation d'une coopération à l'échelle de la population. Donc la sélection naturelle produit les deux. Des hyènes tachetées à un quart d'heure de temps, elles sont coopératives à la chasse et compétitives à la bouffe. L'accès à la viande est régi par des morsures si jamais un individu se met à vouloir manger non conformément au rang social que les individus entretiennent entre eux. Et donc elles sont compétitives à la bouffe, alors que la proie qu'elles ont tuée, aucune hyène individuelle n'aurait pu le faire toute seule. Elles ont été coopératives à la chasse. Et c'est vrai dans énormément d'espèces, c'est-à-dire que les espèces sont un mélange de comportements de compétiteurs et de comportements coopératifs. Donc nous avons une origine naturelle de la compétition, mais nous avons aussi une origine naturelle de l'entraide. Et ça, c'est vrai pour toutes les sociétés, enfin pour tous les animaux qui vivent en société. Avec certains animaux qui, évidemment, tirent beaucoup vers l'entraide. Il y a des mutualisations d'efforts de chasse absolument fascinants chez les lycaons, qui sont des chiens de savane, des loups de savane, qui vont jusqu'à régurgiter la viande. Lorsqu'ils reviennent de la chasse, ils régurgitent la viande pour l'ensemble des individus de la crèche. Les petits ont été gardés dans la tanière sous forme de ce qu'on appelle une crèche. Il y a quelques adultes qui gardent les petits pendant que tous les autres sont partis chasser. Quand les loups reviennent, ils régurgitent la viande pour tous les individus indistinctement de qui est le petit de qui. C'est ce qu'on appelle la mutualisation de l'effort de chasse. Donc, les espèces ne courent pas à leur perte lorsqu'elles sont coopératives. Simplement, les équilibres se font dans une quantité de compétition et une quantité de coopération, et c'est cet équilibre dynamique qui fait que les espèces se maintiennent ou pas. Donc non, nous ne courons pas à notre perte en étant solidaires. Voilà. Merci. En 2008, sur une île d'Adriatique, on a découvert un lézard. Et ensuite, les biologistes ont découvert un lézard dans le système intestinal duquel il est apparu que un nouvel organe est apparu en 36 générations. Oui. Et je voudrais savoir, est-ce que nous savons quelque chose de plus pour cette évolution rapide? Et est-ce que ça ne signifierait pas qu'il y aurait une sorte de mutation dirigée vers une partie d'organe ou un organe, quelque chose un peu plus vers la marque ou mélange la marque Darwin? Voilà, merci. Oui, l'événement auquel réfère monsieur, c'est cette découverte d'un lézard qui est devenu herbivore sur une île de l'Adriatique. Et les lézards herbivores, c'est très rare. C'est très rare dans le monde des lézards. En général, on est insectivore ou carnivore.
Ça veut dire que bon, il n'y a pas la batterie enzymatique dans un tube digestif, enfin dans les capacités digestives des lézards, il n'y a pas la batterie enzymatique qui va permettre de digérer la cellulose. Ce qui fait que ce lézard est herbivore, il a acquis en très peu de générations, mais ça on le sait parce qu'il s'agit de... Bon, je vous dirai tout à l'heure comment on le sait. En très peu de générations, il acquiert dans l'intestin une valve spirale qui isole des chambres dans l'intestin, et dans ces chambres, des bactéries, enfin des micro-organismes sont élevés, comme chez nous d'ailleurs, on a une flore intestinale, et ces micro-organismes, du fait que de cette valve, les aliments passent plus de temps, le transit intestinal est plus long, et du coup, ces micro-organismes, il y a le temps pour qu'ils puissent générer les substances bénéfiques pour le lézard, et le lézard finalement devient complètement herbivore grâce à cette valve. Alors cette valve, elle apparaît en 30 générations, 36 générations. De même, la forme de la tête, et on le sait parce que c'est une jolie histoire, cette île de 5 km², des chercheurs yougoslaves dans les années 70 avaient fait une importation expérimentale de lézards sur cette île. Et d'ailleurs, on sait que les lézards de cette île viennent, on sait d'où ils viennent, puisque cette importation a été faite de la main de l'homme. On a pris des lézards d'une île, on les a mis sur une autre île. Et puis, il était question d'étudier la dynamique des populations de ce nouveau lézard par rapport aux lézards résidents. Et puis, l'étude n'a pas été suivie jusqu'au bout. Il y a eu des ruptures de crédit, et puis il y a eu la guerre de Yougoslavie, et puis il s'est passé plein de choses. Et du coup, tout le monde a oublié ces lézards. Et en 2005, je crois, ou 2004-2005, les chercheurs reviennent sur cette île et trouvent un nouveau lézard. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a une drôle de tête. Il a une tête carrée, il a une grosse bouche. Enfin bon, voilà. Il est herbivore. Et en faisant la génétique de ce nouveau lézard, ils se sont aperçus que ce sont les descendants des lézards de l'île d'à côté. Et on peut calculer le nombre de générations, puisqu'on peut dater l'importation. Et donc, en 36 générations, voilà un lézard qui a changé de tête, qui a changé de régime alimentaire, qui fait une valve spirale dans l'intestin et qui devient herbivore. Alors, tout à l'heure, madame, vous posiez la question de savoir combien il faut de générations pour être aveugle dans les grottes. Je vous ai donné une réponse évasive, parce que tout dépend du temps de génération, et tout dépend aussi de la taille de la population. Et là, je réponds à monsieur, l'événement, il est rapide parce qu'on est sur des populations toutes petites. On est sur des effectifs tout petits, et donc un trait avantageux, mais très peu de temps à se stabiliser dans une population à faible effectif. Alors, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant parce que, également, avec des petits effectifs, une population peut très vite s'éteindre aussi. Alors, celle-là aurait très bien pu s'éteindre, mais il se trouve que, justement, les contingences ont été telles que ce lézard a pu changer de régime alimentaire. D'ailleurs, ses pattes se sont raccourcies, parce qu'il ne court plus après les insectes. Il n'y a plus qu'à se baisser pour manger, donc même les pattes sont plus courtes. Enfin bon, c'est... Oui. Ah, les bonnes, celles-là, je les ressortirai. Le lézard fait bien les choses, a dit monsieur. Il n'y a pas de lézard, si, il y en a. Avec le lézard insectivore. Voilà, non, c'est tout ce que je voulais savoir. Ah, de la... j'ai pas mémoire que dans l'article, il mentionne ça. Je ne sais pas. C'est un article qui a fait beaucoup de bruit en 2008 dans PNAS. Je ne sais pas s'ils ont cherché à les croiser. Auquel cas, d'ailleurs, bon, si on cherche à les croiser et qu'on découvre qu'ils ne se croisent plus, il faut changer de nom. Il faut changer le nom des nouveaux. Et si on voit qu'ils se croisent, il faut maintenir le même nom, Podarcis sicula, pour les deux. Et puis peut-être que pour manifester notre perception du changement morphologique, on peut faire ce qu'on appelle des sous-espèces, c'est-à-dire des populations qui sont reconnaissables, qui vivent d'ailleurs souvent pas aux mêmes endroits, mais qui sont entre elles encore interfécondes lorsqu'elles sont amenées à se rencontrer. Non, il n'en mangeait plus. Bonsoir.
en fait, j'ai enfin, c'est plus ou moins une question, mais c'est une autre question justement sur la population humaine et enfin, la question qui a été posée tout à l'heure, qui m'en amène une autre. Et en fait, dans les sociétés occidentales à l'heure actuelle, beaucoup d'individus survivent. Enfin, ça rejoint vraiment ce qui était dit tout à l'heure. J'espère que c'est pas redondant. On a une influence sur la sélection naturelle dans les populations humaines, avec la médecine, avec les conditions de vie. Voilà, c'est. Alors. Oui, quel serait l'impact sur le oui, devenir j'imagine. Enfin, bah, à mes yeux, beaucoup oui. de gens survivent, donc à là où ils auraient été éliminés autrefois. À mes yeux, cet impact, il est faible, parce que nous avons les conditions sanitaires et médicales dans lesquelles nous vivons, nous, en France, enfin, nous, occidentaux, pourrait-on dire, enfin, peut-être pas non, parce qu'aux États-Unis, la condition sanitaire de la population américaine, le pays a beau être riche, la moyenne la condition sanitaire est dramatiquement basse, pour des raisons que vous connaissez d'ailleurs. En France, on est obnubilé par la perfection de notre médecine, et du coup, on projette sur l'ensemble du monde ces conditions-là. Mais il faut quand même faire savoir qu'en zone intertropicale, la première source de décès des populations en zone intertropicale, ce sont les parasitoses, et que la sélection naturelle, elle se produit sur la majorité des humains de ce globe. C'est-à-dire la majorité qui n'a pas les moyens de s'offrir notre médecine. Donc vous savez que 20% de la population mondiale mange 80% des ressources, bah dans le domaine sanitaire, c'est à peu près pareil. C'est que finalement, le nombre d'humains qui bénéficient de notre niveau médical et sanitaire, bah, ce nombre est minoritaire dans le monde entier. Donc je suis pas du tout convaincu que la médecine serait à l'origine d'un changement majeur du régime sélectif chez les humains. D'autant moins que les temps sont durs. Les décennies prochaines vont être dures en matière de pérennité des ressources. Les sols s'épuisent, vous le savez, les stocks de pêche sont déjà épuisés. Il va y avoir de graves problèmes d'eau potable dans les 30 ans à venir, ou 50 ans à venir, si le réchauffement se confirme. Tout indique que nous sommes aux limites de la planète et que la prospérité, telle que nous on la vit en tout cas aujourd'hui, elle n'est que transitoire. Alors moi j'ai une autre question, c'est est-ce que j'ai l'intuition que ça y participe. Est-ce que les hôtes que nous hébergeons, nous, en tant qu'êtres humains, qui sont d'ailleurs hébergés par le monde animal, c'est-à-dire les virus, la flore intestinale, etc., est-ce que ça ne participe pas un peu au bordel et donc à l'évolution? Ah si, bien sûr. Alors, on n'a pas abordé cette question parce que, là aussi, la biologie, c'est très complexe, il y a beaucoup de sujets, mais c'est même mieux, votre flore intestinale contribue même à la régularité de ce qu'on appelle votre phénotype, c'est-à-dire ce que vous êtes en tant que corps constitué, vos caractères manifestes et réguliers. Justement, la régularité du phénotype, c'est pas seulement les gènes qui y contribuent, c'est aussi votre microbiote. Donc, les êtres vivants que nous hébergeons, alors les chiffres oscillent, hein, on est à 10 fois ou 100 fois, selon les chiffres, ou entre les deux, 100 fois plus de cellules qui ne sont pas des cellules dites humaines que des cellules humaines. Ben, ces cellules, elles vivent avec nous et puis nous les transmettons. Et donc la régularité d'un phénotype, il est il est le fait de plusieurs génomes, pas seulement du génome humain, mais aussi du génome de l'ensemble des bactéries qui constituent notre microbiote. Une maman transmet son microbiote à son bébé en moins d'une semaine, et puis la famille transmet au bébé d'ailleurs la flore dermique. Il y a une manip marrante qui a été faite l'an dernier. Les Américains qui ont été chercher des acariens de notre peau, qu'on appelle les démodex, c'est très moche, hein, n'allez pas voir leur tête, vous seriez horrifiés. Ils vivent dans les pores de notre peau, ces acariens. Et ils se nourrissent des squames. Ils sont allés chercher un par un les démodex, ils ont séquencé l'ADN de ces machins-là. Ils ont fait une généalogie des acariens, et en face, ils ont fait une généalogie des familles qui portent les acariens. Et les généalogies se correspondent parfaitement. Ça veut dire que les familles se transmettent verticalement leurs acariens de la peau, et qui sont d'ailleurs des hôtes pacifiques. Hein. Vous ne vous débarrassez surtout pas de votre flore dermique, parce que vous seriez attaqué par les champignons qui, eux, sont vraiment prêts à vous créer des ennuis. Donc,
Il y a aussi une transmission directe de la flore, de la flore dermique, la flore cutanée, comme on dit. Donc c'est un ensemble d'êtres vivants. Un individu, c'est un ensemble d'êtres vivants qui en interaction. Donc l'individu qui ne change pas, là on est vraiment dans un discours évolutif, hein, c'est-à-dire que l'individu qui ne changerait pas, c'est une vision idéaliste de l'individu. Et la médecine a longtemps vécu là-dedans. Si on a une médecine évolutionniste, eh bien on se dit que l'individu, c'est une trajectoire historique à laquelle contribuent beaucoup d'acteurs. La régularité n'est pas le fait de donneurs d'ordre, mais c'est le fait d'un jeu de variation-sélection à tous les niveaux. Et que le vieillissement, qu'est-ce que c'est si ce n'est justement le fruit de ce jeu de variation-sélection et l'altération progressive des systèmes du maintien d'identité de soi à soi. C'est une façon de dire que, en gros, la régularité, elle change, elle évolue. Si je vous dis que le vieillissement, c'est l'altération des systèmes qui garantissent l'identité de soi à soi, qu'est-ce que c'est que l'identité de soi à soi, si ce n'est une convention taxonomique? Le vieillissement, c'est peut-être un phénomène évolutif. Ben oui, mais on n'a pas appris à le penser comme ça. Bien, écoutez, c'est sur cette dernière pensée que nous allons clore le débat. Je vous remercie à tous. Merci.